Bonjour monsieur, Bonjour. je suis content de vous retrouver. Vous étiez député de Français à l'étranger. Votre permanence était à Cologne. C'est là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois en 2013, je crois. Ensuite, vous étiez, comme député, entre autres, aussi rapporteur de la loi de ratification portant sur la COP 21. Aujourd'hui, vous vous occupez surtout du domaine de la normalisation dans les institutions à Bruxelles et vous enseignez aussi à Sciences Po. Aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle du 24 avril prochain, dont le premier tour a eu lieu dimanche dernier. Et le président sortant Emmanuel Macron sera en ballottage avec la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Quel sera l'enjeu de ce 24 avril? Bonjour déjà, Monsieur Wittmann. C'est un plaisir de vous retrouver après tout ce temps. On s'est vu souvent, hein, lorsque j'étais encore député, puis un peu aussi après. Mais ces échanges entre vous et moi me plaisent et me manquaient. Donc, je suis content d'échanger avec vous aujourd'hui. Nous sommes à 3 jours d'un rendez-vous qui est rude pour la démocratie. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, parce qu'il oppose un président que l'on a pu soutenir au premier tour, ou pas d'ailleurs. Moi, il se trouve que j'ai voté pour lui au premier tour, et une candidate qui est issue de l'extrême droite, classique, française, la fille de Jean-Marie Le Pen, euh, le fondateur du Front National, un parti apparu au début des années 1970 dans le rejet du gaullisme, dans le rejet de la République et surtout dans le rejet des étrangers et de l'Europe. Par succession d'élections, aujourd'hui, Marine Le Pen se retrouve pour la seconde fois au second tour avec des chances réelles de l'emporter, se cachant derrière une vitrine devenue avenante, dit-on apaisée, mais avec un programme qui est identique, qui vise à rompre avec les principes fondateurs de la République française, à commencer par le principe d'égalité, et à créer des divisions entre les citoyens en fonction de leur prétendue origine, et à créer finalement des sociétés à deux vitesses et à faire consacrer ça par la loi en rupture totale de ce qu'est la constitution de la Ve République. Donc l'enjeu, il est de voter pour la République et dans le cas de soutenir Emmanuel Macron avec un bulletin Emmanuel Macron, ou bien de voter contre la République et ainsi de voter pour Marine Le Pen. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. Je ne reconnais ni l'abstention ni le vote blanc. Quand il s'agit d'aller chercher le soutien à la République, il n'y a qu'un seul bulletin qui existe, et c'est le bulletin pour Emmanuel Macron. Le président Macron, à cause surtout de l'invasion russe sur l'Ukraine, a dû retarder son entrée en campagne. Mais maintenant, le président est bel et bien présent sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, il l'est. Il a retardé son entrée en campagne. Comme vous le dites, l'invasion de l'Ukraine par la Russie explique pour une large part le peu de campagne qu'il a effectué sur le terrain avant le premier tour. Personnellement, j'aurais souhaité le voir plus sur le terrain, davantage rendre compte, plus expliquer, parce que quand il s'y est attelé, à compter du lendemain du premier tour, on a vu déjà l'impact que ça produisait. Et donc, la période difficile que nous vivons, et bien sûr qui mobilise tout son temps et son énergie et son courage, sincèrement, l'a empêché d'être au plus proche. Et je crois qu'il est urgent, maintenant que nous sommes à 3-4 jours du vote, de proclamer que son projet est le meilleur projet pour la France, et surtout par opposition à celui de Mme Le Pen. Je voudrais revenir sur un de ces meetings, surtout à Marseille, où il a promis qu'il va charger le Premier ministre surtout de la tâche de l'écologie, de l'environnement, de la protection de l'environnement, avec en plus de 2 secrétaires d'État qui seront à la charge de cet environnement. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, Vous qui étiez pense, rapporteur de la loi, comme je le rappelle, oui, de la loi oui, de ratification de la COP 21. bien sûr, ça me parle au cœur, hein. La cause environnementale est proche de moi depuis que j'ai fait des pas en politique. Alors, ça remonte maintenant à quelques bonnes décennies, et le fait de voir cette proposition du président de la République apparaître comme le Premier ministre aura cette responsabilité
de mener un exercice de planification écologique et énergétique. C'est la première fois que le président utilise ce terme, planification, parce que c'est un peu connoté politiquement, et qu'il sera assisté non pas par des secrétaires d'État, mais par 2 ministres de plein exercice, quasiment au Oui. rang de vice-premier ministre, même si ça n'existe pas officiellement en droit français, chargé pour l'un ou l'une de la transition énergétique, pour l'autre de la dimension de transition écologique, environnementale, moi, me semble aller dans la bonne direction, dès lors qu'ensuite, dans le discours de Marseille, le président explique que la réussite du combat permettant de mener notre société, notre économie, à la neutralité carbone pour 2050, c'est-à-dire dans pas si longtemps que ça maintenant, repose non pas sur moins produire, la décroissance, mais sur plus produire, et ainsi créer des éléments de marchandises et de richesse décarbonés qui permettent de tendre à l'objectif, de créer l'emploi nécessaire pour y aller, de donner l'énergie, la volonté aux générations de jeunes Françaises et Français qui viennent, et puis d'avoir la croissance qui permet de financer le modèle social. Et c'est cette dimension-là de l'écologie à laquelle j'adhère. Moi, je n'adhère pas à l'idée que l'écologie, c'est d'arrêter tous les compteurs et de sévir par une série d'interdictions où ceci n'est plus possible, ceci est interdit, si vous faites ça, vous irez en tôle. Non, c'est de créer de la valeur, de ne pas s'abstenir, bien au contraire, de chercher, d'investir, de créer des entreprises, de trouver les moyens qui permettent de produire demain à moindre impact, si ce n'est plus d'impact du tout, d'émissions de gaz à effet de serre, et de maintenir la solidarité sociale qui fait que ce pays tient. Si on rentre dans l'écologie avec une logique qui n'est que punitive, en disant on va augmenter le prix de l'énergie, comme ça vous allez moins consommer, vous avez les gilets jaunes. Et moi, si je n'ai pas du tout partagé la philosophie des gilets jaunes, j'en ai compris, sincèrement, les racines, augmenter le coût de la vie à ceux qui ont déjà moins sous couvert de protéger la planète et le moins bon service à rendre à l'écologie et au verdissement de la société, et l'assurance de ne pas réussir. Donc le président a raison en disant il faut un Premier ministre qui mène le combat de la transition, assisté par 2 ministres pour la transition énergétique, l'autre transition écologique, en créant de la valeur, en cherchant la croissance, en investissant à l'intérieur d'une société incluse dans une économie de marché à vocation sociale, parce que c'est comme ça qu'on va créer les conditions du financement des retraites, de la solidarité, des écoles, de tout ce qu'il nous faut pour exister comme un peuple solidaire. Vous évoquez un autre sujet de la campagne électorale arrogée par Mme Le Pen, c'est le pouvoir d'achat. Et après tout, on fait un peu oublier que la pandémie et la guerre en Ukraine a un peu fait oublier l'écologie, n'est-ce pas? Et en plus, face à la guerre en Ukraine, on a tendance d'oublier la pandémie. Or, la discussion autour du pouvoir d'achat, point angulaire des reproches de la part du Rassemblement national, semble dominer la campagne électorale. Oui, la question du pouvoir d'achat est très présente et il faut qu'elle le soit. L'envolée des prix des matières premières, à commencer par le prix de l'énergie, qui ne date pas d'ailleurs seulement de la guerre en Ukraine, mais qui date des conséquences de la pandémie, impacte les plus humbles, les catégories populaires et les classes moyennes dans la société française, comme plus largement à l'intérieur de l'Europe, et mange une part d'acquis social et de confiance que l'on doit avoir dans l'avenir. Et la lutte contre l'inflation est pour moi essentielle. Oui. Il s'agit de travailler d'abord au bénéfice de ceux qui souffrent le plus, de ceux qui ont le moins, de ceux pour qui, à partir du 20 ou du 22 de chaque mois, il reste presque plus d'argent sur les comptes en banque permettant d'aller jusqu'au 30 ou au 31. Oui. Et là, c'est un objectif que doit se donner le président de la République, et il a expliqué un certain nombre des mesures qu'il entend prendre s'il était réélu, par opposition à Marine Le Pen, qui fait aussi des propositions, mais dont il estime, et quelque part aussi, moi comme électeur, qu'elles ne sont pas au niveau de la crise de pouvoir d'achat que nous connaissons. Il faut aussi rappeler que Mme Le Pen fait semblant que si le président de la République ne s'occupe pas du tout du pouvoir d'achat.
Oui, en vérité, c'est un peu énorme de l'entendre raconter ça, mais enfin, quand vous regardez les mesures qui sont prises pour ne rester que dans le domaine du prix des carburants, elles sont réelles. Alors, on peut toujours dire qu'elles devraient être plus fortes, et à la limite, on devrait en effet, mais de rechercher tous les moyens à travers un chèque énergie, par exemple, permettant de réduire l'impact de la hausse du coût de l'énergie au prix à la pompe quand il s'agit de mettre de l'essence dans la voiture, ou également au prix du chauffage, permettant de faire assurer une température normale à l'intérieur d'une maison. Et en rajoutant là-dessus, bien sûr, l'utilisation de l'énergie par les entreprises pour produire. Ceci a été pris à bras le corps par le président de la République et par la majorité. Ça doit l'être davantage après les élections, puisque l'on est malheureusement sur une perspective d'augmentation du coût de la vie qui ne va pas s'arrêter au mois de juin, mais qui va rouler sur l'exercice 2022, et a fortiori en ignorant absolument quelle sera l'issue de cette guerre tragique en Ukraine. Nous sommes aujourd'hui partis dans une perspective logique de souveraineté européenne visant à nous affranchir des hydrocarbures et du gaz russe. Mais dans des pays comme l'Allemagne en particulier, extrêmement dépendant, en particulier pour son industrie du gaz russe, cette opération a des conséquences gigantesques et on doit pouvoir l'apprécier dans une certaine forme de longueur pour ne pas créer les éléments d'une récession majeure et immédiate qui précipiterait des millions de personnes dans la pauvreté. Et ceci requiert des mesures ajustées, ambitieuses, mais ajustées, et surtout un travail immense d'explication, qui est quelque chose auquel je tiens personnellement. Ça, c'est mon vieux côté rocard et autre chose, expliquer, convaincre, et c'est peut-être l'une des critiques que j'ai à l'égard du quinquennat du président Macron, c'est qu'on a insuffisamment expliqué. Lui aussi, d'ailleurs, insuffisamment expliqué. Il faut vendre aux gens, dans le meilleur sens du terme, les choix politiques qui sont faits, et il faut aussi se placer dans la situation d'écouter les remontées, les angoisses, et d'amender les propositions ou les politiques afin de répondre aux angoisses. Je ne crois pas du tout à un pouvoir vertical. Il faut pouvoir échanger du haut vers le bas, du bas vers le haut. Parfois, les signes sont aussi très importants. Madame Le Pen dit qu'elle ne veut pas penser à un Frexit, mais par contre, elle veut retirer le drapeau européen de sa photo officielle, si un jour on pourrait la prendre. Si l'on considère notre marge de manœuvre face à la guerre de l'Ukraine, on devrait renforcer la cohésion de l'Union européenne, ce que le président Macron a voulu faire tout au long de son mandat, avec ses 16 discours portant sur l'Europe, sa refondation de la souveraineté qui, selon Macron, devrait renforcer celle des États membres. Or, Mme Le Pen veut transformer l'Union européenne. Elle s'imagine une Europe des nations, expression très floue, mais elle donne à penser si l'on observe qu'elle veut terminer la coopération avec l'Allemagne, notamment sur le plan des programmes d'armement. Elle présente un danger pour le projet européen. Oui, oui, Mme Le Pen est un danger pour le projet européen. À la différence de 2017, elle ne nous dit plus qu'on va quitter l'euro, qu'on va quitter l'Union européenne. Mais les mesures qu'elle présente, de facto, requièrent de quitter l'Union européenne ou conduisent au retrait de l'Union européenne. Je prends un seul exemple. Lorsque Mme Le Pen nous dit qu'elle va ne plus appliquer les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et éventuellement dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme, elle oublie très vite que la ratification de la Convention et la reconnaissance de la jurisprudence de la Cour est une condition d'appartenance à l'Union européenne. Ce qui, à contrario, veut dire que quand vous n'avez plus ça, vous n'êtes plus membre de l'Union européenne. Et ça montre que le projet de Marine Le Pen est de sortir la France de l'Union européenne et d'en faire un Frexit. L'idée de Marine Le Pen, c'est de tendre à une démocratie libérale de type Orban, qui est à la fois son modèle et celui qui la finance aujourd'hui, parce que le prêt bancaire pour qu'elle se présente à l'élection vient de Hongrie, celui d'il y a 5 ans venait de Russie. Et Marine Le Pen n'a d'autre ambition que de voir l'Europe s'arrêter, même si elle dira ce soir dans le débat probablement l'inverse, mais la vérité, c'est ça. Si vous vous dites je ne verse plus ma cotisation, mon obol national au budget européen,
comment voulez-vous que les autres États membres interprètent notre choix? Ça veut dire que je ne veux plus faire partie du club. Et donc, je choisis le Frexit. Et lorsqu'on rajoute à ça une critique frontale de la relation franco-allemande, n'oublions pas que Marine Le Pen a voté contre la ratification du traité d'Aix-la-Chapelle. Et quand vous allez sur YouTube, vous trouvez 2-3 vidéos hallucinantes qui datent seulement d'il y a 2 ans de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, prêtant au traité d'Aix-la-Chapelle le projet de créer une tutelle de l'Alsace par l'Allemagne. Ce sont des choses monstrueuses. Et donc, quand elle dit on va rompre la coopération avec l'Allemagne dans le domaine de l'armement, c'est beaucoup plus que l'armement. C'est de dire l'Allemagne n'est pas ou n'est plus le partenaire cohérent et immédiat de la France, à la fois pour les 2 pays, mais surtout pour l'Europe. Et c'est un danger considérable, parce qu'un renversement d'alliance, ça veut dire qui? Ça veut dire la Russie. Et le projet de Marine Le Pen, c'est d'arrimer la France à la Russie de Poutine. Et quand vous regardez ce que Poutine fait en ce moment en Ukraine, c'est juste absolument monstrueux. Et ça, il faut le démystifier. Oui, en plus, comme vous le dites déjà, Madame Le Pen s'imagine un rapprochement avec la Russie une fois les hostilités en Ukraine seront terminées. Est-ce qu'elle s'imagine vraiment qu'on puisse reprendre une bonne entente avec Vladimir Poutine? C'est inscrit dans son PDF sur la défense, que ces rapprochements. Par ailleurs, elle reproche à l'Allemagne de regarder vers la Russie. C'est seulement une de ces incohérences. Non, Madame Le Pen, en vérité, n'est pas incohérente. Elle a un projet dans la tête qui est de rétablir la souveraineté nationale à l'exclusion de la souveraineté européenne. Elle s'inscrit ainsi dans les pas de son père, dont tout le combat a été de contester l'existence même d'un projet européen, avant même la construction européenne, considérant que l'Europe est au maximum un agrégat de nations plus ou moins en paix les unes avec les autres. Elle a une fascination pour le pouvoir de Poutine, un pouvoir illibéral, à l'évidence, autocratique, parce que l'extrême droite française est ainsi. Et elle considère, au fond, que, comme Poutine, l'Ukraine n'a pas une réelle existence, que forcément, de ce fait, la souveraineté de l'Ukraine est limitée, et que Poutine peut faire à peu près en Ukraine ce qu'il souhaite. Madame Le Pen défend jusqu'à aujourd'hui, avril 2022, l'idée qu'il ne s'est rien passé en Crimée, il y a 8 ans. Elle considère finalement que c'est sans doute un peu mal d'envoyer des bombes sur les Ukrainiens, mais que c'est quand même un petit peu légitime parce que l'Ukraine, c'est chez les Russes. Et tout ça concourt à envoyer une image du projet international de Marine Le Pen, qui est l'alliance avec des États, non pas historiquement infréquentables, parce que moi j'ai la plus grande admiration pour la culture et l'histoire russe, mais avec des dirigeants infréquentables. Et quoi qu'il se passe en Ukraine, et personnellement j'espère la victoire ukrainienne, et quoi qu'il se passe en Ukraine, le retour au statu quo ante, où on irait voir Poutine comme on allait le voir il y a 2 ans, où on le verrait peut-être venir au G8, tout ça ne reviendra jamais. Parce qu'on aura face à nous quelqu'un qui aura envoyé des dizaines de milliers de personnes à la mort, des soldats, mais surtout des civils, des enfants. Et on irait voir ce monsieur en disant, allez, on va reprendre les importations de gaz. Et tout. Mais quelle folie! Ça veut dire que quand il y aura le cessez-le-feu et la restauration de la souveraineté totale de l'Ukraine et le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, Vladimir Poutine sera un voisin avec lequel il faudra qu'on vive un peu, mais il ne sera plus jamais le partenaire qu'on a certainement eu tort de valoriser à ce point-là il y a une dizaine d'années. Et il n'y a que Marine Le Pen à penser ça. Pourrait-on dire qu'Éric Zemmour a servi comme une sorte de paratonnerre du radicalisme de Madame Le Pen? Elle paraît éligible malgré ses positions radicales. Oui, Éric Zemmour a rendu, quand on le regarde avec recul maintenant, service à Marine Le Pen parce qu'il est apparu comme étant tellement brutal dans son expression que finalement il rappelait Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen, elle, apparaissait dans une grande zénitude, souriante, avenante,
quand l'autre, finalement, ratissait dans les franges les plus larges de l'extrémisme français. Mais en vérité, c'est la même famille politique. Et Éric Zemmour, indirectement, contribue au succès de Marine Le Pen en faisant venir sur elle, maintenant au second tour, des gens hystérisés dans le débat, dans le complotisme, dans la haine de l'étranger, et a fortiori quand l'étranger est arabe ou musulman, visant à cliver la société française en envoyant le message à plusieurs Français qui sont moins français que d'autres en vertu de leurs origines, parce qu'on leur rappelle toujours leurs origines. Et ceci aussi en violation du principe constitutionnel d'égalité. Il n'existe qu'une seule communauté, c'est la République. Madame Le Pen veut gouverner par des référendums. J'ai l'impression qu'elle n'a pas bien lu la Constitution. Oui, elle a pourtant eu des cours de droit constitutionnel parce qu'elle a été avocate pendant quelques années. La Constitution, vous pouvez l'amender de deux manières. Par référendum ou par le vote de ce qu'on appelle le Congrès du Parlement, qui est le rassemblement dans le vieil hémicycle du château de Versailles des députés et des sénateurs. Et vous amendez la Constitution quand le Congrès du Parlement vote à une majorité qualifiée, ou lorsque le peuple français, invité par référendum à le faire, donne une majorité oui au projet. Mais pour pouvoir réussir à faire ça, que l'on prenne la voie référendaire ou la voie du Congrès, vous devez avoir un texte voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Et Marine Le Pen sait pertinemment que les projets qu'elle nourrit visant à ruiner le principe d'égalité qui est au cœur du projet constitutionnel français depuis 2 siècles, depuis la Déclaration des droits de l'homme, que tout ça n'aura jamais un vote dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, et donc elle va chercher un autre article de la Constitution, qui est de dire on soumet à référendum le projet et les Français votent. Et puis elle nous rajoute par-dessus, c'est comme ça que De Gaulle a fait en 62 pour le référendum visant à faire élire le président de la République au suffrage universel direct. Il n'en reste pas moins que c'est une violation de la Constitution. S'il existe des verrous démocratiques, comme le projet référendaire, après texte voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, ça n'est pas pour rien. C'est pour dire que la Constitution n'est pas victime des caprices d'un président ou d'une présidente qui, en fonction d'un sujet, dirait « Allez, je mets ça à référendum et je lui donne une valeur constitutionnelle de ma propre autorité et puis les Français votent derrière. » Non, 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 du tout. S'il y a une révision constitutionnelle prévue par la Constitution, c'est uniquement celle-là qui s'applique et pas un appel au peuple permanent qui est une mise en péril complète, non seulement du texte constitutionnel, mais des principes de la République. Nous devrions aussi parler du paysage politique en France. Aurait-on pu s'imaginer en 2017 la quasi-disparition du PS et du LR? Verra-t-on un nouveau parti du centre? C'est vrai qu'en 2017, on aurait difficilement imaginé ce que 2022 deviendrait. Et peut-être d'ailleurs davantage chez les républicains, c'est-à-dire la droite française, que chez les socialistes, parce que les socialistes en 2017 n'étaient déjà pas en grande forme. C'est un sujet qui me touche sincèrement, Monsieur Wittmann, parce que j'ai été membre, moi, du Parti socialiste pendant presque 30 ans. Et j'ai payé ma dernière cotisation en 2016. Et quand je suis parti du Parti socialiste, parce que j'avais voté pour Emmanuel Macron aux 2 tours en 2017, et qu'il ne s'est pas fallu de grand-chose pour que je me retrouve avec le candidat de la nouvelle majorité aux élections législatives de juin 2017, je l'ai fait en conscience, avec chagrin, parce que j'aime l'idéal social-démocrate et l'histoire du Parti socialiste, mais parce que je ne me reconnaissais plus dans un parti qui tout d'un coup abandonnait sa culture de gouvernement et considérait que l'avenir politique se trouvait dans une forme de dérive autour des idées de Jean-Luc Mélenchon. Et pour moi, c'était un écart de trop par rapport à ce qu'est mon enracinement de centre-gauche. Mais j'ai des amis qui sont chez les Républicains. Par-delà nos différences politiques, on se parle et se voit beaucoup, beaucoup.
Et ce que j'ai pu ressentir en 2017, il le ressent aujourd'hui en 2022, parce que si la droite française n'est plus aujourd'hui qu'une expression politique autour de l'identité nationale, avec une influence considérable des idées d'Éric Zemmour sur elle, où elle parle de moins en moins d'économie et de plus en plus de l'étranger, alors on a une perspective sinistre. Et dans le vote d'Éric Zemmour, vous trouvez une partie de ce qu'était l'électorat de François Fillon en 2017, l'autre partie étant, je pense, dans l'électorat d'Emmanuel Macron de premier tour, et avec deux partis de gouvernement qui, il y a 10 ans, au temps de François Hollande et puis de Nicolas Sarkozy, totalisaient au premier tour près de 60% des voix, et qui, 10 ans après, premier tour, le 10 avril 2022, totalise à eux deux 7% des voix. C'est considérable. Et de cela, à mon avis, on ne se remet pas. Il y a des cycles politiques qui s'achèvent. Ça ne veut pas dire que l'histoire elle-même disparaît. L'idéal socialiste et social-démocrate, il est là. L'électorat n'a pas disparu. La marque Parti socialiste, elle, a disparu, comme la marque des Républicains, à mon avis, est sur le point aussi de le faire. Mais il serait dangereux d'imaginer que demain, la vie politique se structurera entre un grand centre et l'extrême droite. Le champ politique est beaucoup plus large que ça. Et vous voyez, moi, je vote pour Emmanuel Macron aux deux tours, comme je l'ai fait il y a 5 ans, mais je continue à dire à tous ceux que ça intéresse d'entendre que je suis un homme de centre-gauche. Que je ne suis pas un homme de centre-droit, quand bien même je m'inscris dans cette coalition autour d'Emmanuel Macron qui va du centre-gauche au centre-droit, mais que dans un débat politique, la volonté de dépassement n'est pas en parallèle l'effacement des idées. Et les idées doivent demeurer, parce que si on pense demain qu'il y a juste une opposition entre un grand centre et l'extrême droite, alors un jour l'extrême droite gagnera. Permettez-moi, monsieur, de revenir encore une fois sur la guerre en Ukraine. Je pense qu'attribuer à la terminer à la tâche la plus urgente du moment. On parle beaucoup de livraison d'armes, des armes lourdes, mais la coopération franco-allemande, je voudrais aussi dire sa force morale, dirais-je. Ne devrions-nous pas la mettre en œuvre, beaucoup plus en œuvre? Nous avons mené entre nous 3 guerres terribles, meurtrières et destructrices. Notre réconciliation, notre entendement repose sur la paix. J'en déduis cette force morale, sa mise en œuvre, qui devrait aussi soutenir le peuple ukrainien, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bien sûr, il ne peut pas y avoir de relation à l'Ukraine, au gouvernement ukrainien du président Zelensky, au peuple ukrainien, bien sûr, qui soit distincte franco-ukrainienne ou germano-ukrainienne. Dans ma perspective, la manière dont je le ressens, ça ne peut être qu'une démarche franco-allemande ou germano-française vers l'Ukraine et le peuple ukrainien. Ce sont les 2 plus grandes économies d'Europe, les 2 plus grands pays d'Europe, ceux qui sont moteurs, pas exclusivement, mais quand même beaucoup, dans le débat européen. Et il est important que ces 2 pays parlent d'une seule et même voix, ça veut dire coordonnée, à l'égard de l'Ukraine, en protection de l'Ukraine, par un effort d'armement, bien sûr, par un effort diplomatique et de soutien au président Zelensky, par une position franche d'opposition à l'égard des visées expansionnistes de Vladimir Poutine, et pour construire l'avenir. Tout à l'heure, en réponse à l'une de vos questions, je soulignais la trajectoire européenne de l'Ukraine. Je suis convaincu que la place de l'Ukraine, et a fortiori encore davantage à cause de la guerre, est dans l'Union européenne. Et je crains que Mme Le Pen va miner cette coopération entre la France et l'Allemagne aussi face à l'Ukraine. Oui, bien sûr, parce que Mme Le Pen, dont les amitiés sont à Moscou, pas du tout à Kiev, il y a cette fameuse photo de Mme Le Pen avec Vladimir Poutine d'il y a 5 ans, qu'elle s'est empressée de faire disparaître d'un tract tiré à des millions d'exemplaires. Mais cette photo existe. La filiation politique liant Mme Le Pen et son parti au parti de Vladimir Poutine est bien connue. Et Mme Le Pen, qui se défie de la relation franco-allemande
et du monde européen n'aura de cesse que d'établir ce pont avec le régime autocratique de Poutine et de transformer la France en un pays équivalent, ce qui serait une perspective funeste pour la société française, pour les nouvelles générations et pour l'Europe en général. Merci bien, monsieur. Merci.